Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour cette dernière rencontre de Science à Cœur de la saison. Il y en aura d'autres, évidemment, ça reprend dès l'automne prochain. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous connaissez la règle de ces Sciences à Cœur, c'est une thématique que l'on traite au fil de différentes rencontres. Et la thématique de cette année, c'est les données, les fameuses big data, ces gigantesques bases de données, et puis les outils informatiques qu'il faut utiliser et qui permettent d'étudier et de faire parler ces bases de données. Alors aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons nous intéresser à l'apport de la numérisation des données dans la gestion et les études de ces bases de données, de ces collections naturalistes. Titre de la rencontre, connaître la biodiversité, la révolution numérique des collections naturalistes. Alors nous allons voir des exemples très concrets de ces numérisations de collections avec nos deux intervenants. Qu'est-ce que cela signifie matériellement, vraiment, de numériser ces collections? Physiquement, il faut évidemment, ça représente des quantités phénoménales d'échantillons, de spécimens recueillis sur le terrain. On va voir comment ils s'y prennent. À quoi ça sert exactement? Est-ce que c'est une façon de mieux archiver les données? Est-ce que c'est aussi une façon de mieux les faire parler, de mieux les étudier, grâce, je le disais, aux outils informatiques? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre avec nos deux intervenants, Anne-Sophie Archambault et Marc Pignal. Alors, Anne-Sophie Archambault, vous êtes océanographe à l'origine, spécialiste de la gestion des données. On discutait un peu avant cette rencontre sur la façon idéale de vous présenter, et c'est toujours un peu difficile parce que ce sont des nouveaux métiers qui s'inventent un petit peu sur le terrain, donc forcément, on a du mal à donner un titre précis. C'est vrai. De ce que vous faites exactement. Vous êtes, alors, il existe un grand réseau dont vous allez nous parler, le GBIF, Global Biodiversity Information Facility, et vous êtes la représentante du pôle France de ce Exactement. grand réseau. C'est ça. Alors, le GBIF, c'est un consortium international fondé à l'initiative de l'OCDE, un programme qui tente de rassembler toutes les données en biodiversité et de les mettre en commun à disposition des chercheurs et du grand public. Ce sera intéressant de voir avec vous justement pourquoi c'est nécessaire de mettre toutes ces données auprès du grand public. Et puis, évidemment, ça a un coût, ça représente là encore une contingence matérielle. On verra tout ça avec vous. Également avec nous, Marc Pignal, botaniste. Vous êtes spécialiste, alors j'ai noté les titres, les noms de ces branches, de la famille des Orchidiacées ainsi que des Monimiacées. Alors les Orchidacées, c'est facile, c'est les orchidées. Ouais. Et les Monimiacées, c'est une plante que vous connaissez peut-être si vous avez des maux d'estomac, qui s'appelle le bol d'eau. C'est pas le bol d'eau pour boire, Ouais. c'est le Pemus boldus qui pousse au Chili. Voilà. Vous m'avez dit de cette famille, il y a les avocats notamment. Alors c'est proche de la famille des lauracées, et la famille des lauracées, il y a le laurier, l'avocatier, des tas de choses qui sont très utiles pour l'agriculture tropicale. Et alors ces plantes, vous êtes allé les ramasser aux Comores, au Brésil, en Guyane. Donc avant de numériser tous ces échantillons, vous coltinez bel et bien la réalité avec ce genre d'expédition sur le terrain. On n'est pas complètement dans le virtuel quand on fait de la botanique encore aujourd'hui. Alors vous avez été chargé de coordonner le projet Iricolnat, une plateforme virtuelle, donc ça a été lancé en 2012. Ça permet de consulter tous les herbiers à distance. Donc là encore, il faut évidemment avant numériser ces planches d'herbiers accumulées sur 350 ans, même plus parfois, pour ensuite les mettre à disposition sur Internet. Alors nous allons voir avec vous que cette idée de numériser les collections naturalistes ne s'arrête pas aux collections botaniques, même si vous êtes botaniste au départ, parce qu'il est aussi question maintenant de numériser, alors là des spécimens plus encombrants, des squelettes de dinosaures. On parle de numérisation 3D, là c'est plus difficile à transporter, vous allez nous expliquer, parce que c'est aussi vous qui êtes impliqué dans cette histoire et qui organisez tout ça. On commence avec vous. La règle du jeu, c'est toujours la même. 2 présentations relativement courtes, 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, on discutera ensemble et puis vous serez amenés, vous aussi, à poser vos questions à nos intervenants. Voilà, on commence avec vous, Marc Pignal, et on se retrouve ensuite. Je vais vous parler de la récolte des données. La récolte des données, elle commence bien avant l'informatique. Et je dirais déjà depuis le XVIIIe siècle, lorsqu'on faisait des herbiers, quelque part, on faisait des bases de données. Elles étaient juste stockées de façon très différente. Toutes les collections naturalistes sont des collections de données. Donc le travail finalement est assez simple. Il suffit de prendre ces données pour les mettre dans un ordinateur. Voilà, on va essayer de voir
quel est le processus qu'on a utilisé. Et je vais vous donner l'exemple de l'herbier de Paris, puisque je travaille au muséum, nous avons été pionniers pour la numérisation industrielle de collections d'herbiers. On est très modeste à Paris. L'herbier de Paris est considéré comme le plus grand herbier du monde. Le plus grand herbier du monde, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, mais on a quand même en nombre de spécimens environ 9 millions de spécimens. L'herbier de Londres, par exemple, pour prendre des comparaisons, ils sont plutôt à 6 millions de spécimens. Mais qu'est-ce qu'un herbier? En fait, un herbier, ça recoupe deux choses. Ça donne le nom de l'objet lui-même et de l'endroit où l'objet est stocké. Donc l'objet lui-même, qu'est-ce que c'est qu'un herbier? C'est un spécimen de plante. Et puis en dessous, ce sont des étiquettes d'herbier. En fait, les données, elles sont en bas et elles sont au-dessus. Elles sont en bas parce qu'on a noté sur l'étiquette l'endroit où la plante a été récoltée, la personne qui l'a récoltée, la date, et toutes les données qu'on peut imaginer sur l'écologie. Alors celui-là, c'est un herbier qui est assez ancien puisqu'il a été récolté par Lamarck, le premier qui a fait sa théorie, qui a proposé une théorie de l'évolution. Et au muséum, on a l'herbier Lamarck parce qu'avant d'être un évolutionniste, c'était un botaniste. Il a fait un herbier qui est très important. Donc retenez, un herbier, c'est un spécimen, une étiquette. Je dirais, si on perd l'étiquette, on peut brûler le spécimen. On ne le fait pas, mais on pourrait. Et vice-versa, sans spécimen, on ne peut pas valider la donnée. Donc le bâtiment est assez grand, hein. Il tient sur 3 étages, ce sont des galeries qui font 70 mètres de long, donc ça fait beaucoup de spécimens à bouger. Et si on décide, comme on a décidé de le numériser, il a fallu aussi déménager toute cette collection. Alors pourquoi a-t-on voulu numériser ces spécimens? Au départ, il a fallu restaurer la collection. Et c'est un petit peu le fait qu'on ait mis un projet de numérisation qui a, un petit peu comme une locomotive, tiré tout le projet à elle. Parce que c'était innovant, ça intéressait, et on a pu en même temps convaincre que nos collections n'étaient pas bien conservées et qu'il fallait leur changer complètement leur conditionnement. Alors voici une photo de l'ancien herbier, donc des armoires très hautes, 7 mètres, des galeries très longues, 70 mètres, et des plantes dans des paquets, dans des gros paquets d'herbier avec des sangles. Donc à chaque fois qu'on ouvre ce machin, on entend un crack, puis quelquefois il y a des feuilles qui tombent. Donc ce n'était pas la meilleure façon de conserver les collections. D'autant plus que ces collections, l'herbier était prévu pour 6 millions de spécimens. Et on était déjà à 9 millions, donc on débordait littéralement. Donc il a été fait un projet pour non seulement restaurer les spécimens, changer l'ordre pour le mettre dans un ordre moderne, un ordre phylogénétique, comme on dit, et puis prendre une photo de chacun des spécimens. Alors on a commencé par tout casser. On a commencé d'abord par déménager les plantes, et puis après, toutes les armoires ont été cassées. Le bâtiment date de 1936, ce n'est pas un bâtiment très ancien, mais il avait été, je dirais, techniquement assez bien pensé, à condition de ne pas faire de botanique dedans. Ce qui est toujours un peu ennuyeux. Et on a pu réinstaller les collections dans des structures qui font gagner de la place, parce que ça s'appelle des compactus, ce sont des armoires roulantes. Donc au lieu d'avoir une armoire, une allée, on a 10 armoires, une allée. Et donc forcément, on augmente la capacité des spécimens, de stocker des spécimens. Et on a pu remettre tous les spécimens et ne plus les sangler, ce qui était toujours une opération dangereuse pour la collection. Alors, il a fallu déménager la collection pour réinstaller les armoires, et pendant ce temps-là, on a profité pour numériser la collection. Donc le schéma est assez facile, hein. On prend la collection, on la met dans un hangar pendant qu'on fait les travaux, et puis progressivement, du hangar, on prend des lots qu'on passe à la numérisation, et ces lots retournent après vers l'herbier. Mais quand il y a 9 millions de spécimens, 6 millions de photos qui ont été prises à la fin, c'est quand même beaucoup d'opérations, c'est pas simple. Donc, oui, un point qui est assez intéressant pour un responsable de collection, il y a quand même
C'est très difficile de prendre la décision de faire déménager sa collection, parce qu'on sait, il y a un proverbe complètement débile des conservateurs de collection qui dit « deux déménagements égale un incendie ». Heureusement, ce n'est pas vrai. Mais il n'empêche qu'un déménagement, c'est quand même un risque vis-à-vis de la collection. Alors nous avons pris un petit film pour vous montrer comment se passait cette numérisation. Alors, ça commençait par l'arrivée des cartons d'herbier. Alors là, on a mis tous les paquets d'herbier dans des cartons, et ces paquets étaient déménagés, stockés, et on faisait attention à ce qu'il y ait un... Ah, merci, j'avais oublié. On faisait attention, c'était quand même des objets très fragiles. Donc, ils étaient stockés, voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Indiana Jones, mais à chaque fois, cette photo m'évoque ça. Voilà, ça, c'est juste un des 3 étages de l'herbier. Donc, c'est quand même très important. Les stocks de matériel qu'on voit en haut, et tout en haut, c'est ce qui venait d'être retraité, retrié, photographié, et c'était déjà stocké dans des armoires. Donc, on commençait par une première opération de tri des spécimens, parce que, ah oui, j'avais oublié, on avait 1 million de spécimens qui n'étaient pas à leur place, qu'on avait reçus en double, mais il n'y en avait jamais eu suffisamment de personnel pour pouvoir les intégrer dans la collection. Et bien, on en a profité pour les monter, c'est-à-dire les attacher sur une feuille de papier, et puis les intégrer. On éditait aussi les étiquettes. Bon, ça, c'est la technique pour pouvoir bien, convenablement gérer la collection. On joue avec les étiquettes, les codes barres. Alors, heureusement, dans une chemise, il y a plusieurs spécimens, mais ils sont tous de la même espèce. Donc, si on dit tous les spécimens de cette chemise sont de la même espèce, on peut, en une seule opération, donner le nom à 10, 20 spécimens d'un coup. Et ça permet de gagner du temps dans l'informatisation. L'acquisition des données, c'est la bonne gestion du temps et du budget. En fait, c'est très facile de prendre une photo d'un herbier avec un bon appareil, mais il faut savoir combien coûte une opération de 6 millions de spécimens. Et dans une opération en série, alors voilà, tous les spécimens étaient photographiés sur des plateaux de 3 spécimens. Et il faut penser que dans une opération, si on rajoute 1 seconde par spécimen, on rajoute 6 millions de secondes à l'opération générale. Et 6 millions de secondes à l'opération générale, c'est plusieurs personnes à temps plein. Donc ça a un coût très important. Et nous, botanistes, on avait toujours tendance à essayer de faire bien les choses, et chaque cas pouvait être un cas particulier. Mais l'entreprise à qui on sous-traitait cette opération nous disait « Mais non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ce genre de choses parce que vous nous faites perdre du temps. Et perdre du temps, c'est perdre de l'argent. » Donc les spécimens étaient photographiés, donc ils les photographiaient par 3. C'était plus pratique. Bon, là, c'est un mauvais exemple, il n'y en avait qu'un seul, mais par 3, et après, l'ordinateur coupait la photo en 3 parties. Alors, la difficulté technique de cette méthode, c'est pas soigner les caméras, c'est pas vérifier que les plateaux glissent bien, ça, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. La difficulté, c'est de contrôler le flux de données. C'est-à-dire qu'en gros, on produisait, je crois, 100 000 images par semaine. Et après, ces images, il fallait les mettre sur des disques durs, les transporter sur les serveurs du muséum, tout en les mettant sur une base de données avec des données minimales. Et on avait le nom de la plante qui était quand même indiqué. Et ça, c'est une source sans fin de soucis, de mauvais disques qui cassent, qui sont mal recopiés, il faut recommencer tout. Donc, la difficulté, elle est plus dans le flux des données que dans la prise de vue elle-même. Donc, les codes barres permettent aussi de jouer sur les aiguillages pour pouvoir démonter 2 paquets et puis les reconstituer dans le bon état à l'autre bout et le faire en parallèle. Voilà. Donc, ceci pour vous montrer très rapidement à quoi ressemblait cette chaîne de numérisation.
On a des photos, on a un nom de plante parce qu'on a demandé à l'entreprise de recopier le nom de la plante, mais on n'a pas les données de l'étiquette. Et quelquefois, voilà, une étiquette moderne, c'est une étiquette très bavarde. Donc on a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est de faire de la reconnaissance de caractère. Ça, c'est l'ordinateur qui le fait, mais il le fait toujours pas forcément avec beaucoup de précision. Et puis si on a des vieilles sorties d'ordinateur où il fait des erreurs dans la reconnaissance, et puis si on a une écriture manuscrite, il ne reconnaît rien du tout. Mais ça, quand même, ça permet d'associer à une image beaucoup de mots-clés. Et ça permet d'aller les chercher lorsqu'on va faire une autre opération. Et on a lancé un site de sciences participatives qui s'appelle, avec beaucoup d'originalité, les Herbonautes. Ce site permet d'avoir l'aide des internautes pour pouvoir entrer les données dans une base de données. Mais vous imaginez, on a 6 millions d'images, 6 millions et demi, et si on demande aux gens, aidez-nous à informatiser, on en a 6 millions à faire. Bon, les gens, ils ne sont pas très motivés pour en faire 6 millions, ils savent qu'on n'arrivera jamais au bout. D'ailleurs, on a fait le calcul, une personne mettrait 500 ans pour arriver au bout de la collection. Donc, effectivement, c'est pas motivant. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est de faire des missions autour d'un thème scientifique, d'une question. Et maintenant, ces missions sont en lien avec des programmes de recherche des chercheurs. Et ce sont des lots qui font entre 2000 et 4000 images. Et on demande aux amateurs, aidez-nous à informatiser ce lot de 5000 images. Là, déjà, c'est plus humain, on peut dire, ça crée des motivations. Le problème, c'est que les herbonautes, les internautes, on ne sait pas ce qu'ils valent. Ils peuvent être très compétents et pas du tout compétents. Alors, on a un truc, c'est qu'une même image est proposée plusieurs fois à des gens qui ne se connaissent pas. Et s'ils remplissent la même donnée, on dit, ils ont sans doute raison. S'ils remplissent des données différentes, on leur donne la possibilité d'échanger et de discuter entre eux, de dire j'ai mis ça, pourquoi tu as mis ça, etc. Et on arrive finalement à un taux de complétion de l'image et puis de qualité d'image assez bon. Et bon, pour renforcer ça, on ne laisse pas les gens entrer n'importe quoi. Lors des premières images qu'ils vont faire, ils auront le droit d'entrer juste le pays qu'ils trouvent sur l'étiquette. Et puis au bout de 20 photos, on va leur faire passer un petit quiz avec des questions. En fait, ce petit quiz, il sert simplement à leur apprendre les règles, comment on note une date sur un herbier, qu'est-ce que c'est qu'un récolteur, etc. Donc c'est toujours le même quiz qui tourne, mais les gens s'habituent. Et ils vont passer jusqu'à 6 niveaux, et comme dans un jeu vidéo. Et les gens aussi sont motivés par le passage des données, des niveaux. Alors, après ce site de sciences participatives, et après la numérisation de l'herbier, on a été plus ambitieux. On s'est dit, si on faisait les autres herbiers français, il y a l'herbier de Montpellier qui fait quand même 4 millions de spécimens, il y a l'herbier de Lyon aussi qui doit faire ces 4,5 millions à peu près, et puis une multitude d'herbiers. On estimait le nombre de spécimens il y a quelques années à 20 millions de spécimens. Et en fait, je pense qu'on est plutôt à 25 millions. Parce qu'on n'a pas encore inventorié tous les herbiers. Et puis on s'est dit, on va être encore plus ambitieux si on considérait les autres collections d'histoire naturelle. Pas seulement les herbiers. C'est facile, les herbiers, c'est à 2 dimensions, c'est une feuille. Mais si on s'intéressait aux fossiles, si on s'intéressait aux collections d'animaux, alors les collections d'animaux, c'est pas qu'un seul mot. Entre un insecte et une vache naturalisée, ça ne se photographie pas tout à fait de la même façon. Donc ça, pour l'instant, dans notre projet, ce sont des pistes, on a commencé à produire des choses, mais on s'est quand même concentré sur les herbiers pour la production industrielle. Donc on a fondé l'infrastructure de recherche qui s'appelle Recolnat, dans lequel on va mettre en place ces processus et on va les utiliser pour travailler les données pour pouvoir participer à des grandes questions, qui sont des grandes questions comme le changement climatique, la santé ou l'alimentation. Il y a des problèmes sociétaux assez importants. Et nous, on stocke 350 ans d'histoire de la Terre, d'histoire de la biodiversité. Donc on peut faire des comparaisons, ce qu'on ne peut pas toujours faire aujourd'hui. Alors, juste pour terminer, je vais vous présenter l'outil qu'on a appelé au départ laboratoire virtuel
Et puis nos collègues du CNAM qui participent à ce projet l'ont appelé le collaboratoire. Alors laboratoire collaboratif, simplement parce que ça permet de montrer les photos, d'être plusieurs chercheurs à travailler depuis son ordinateur pour échanger des points de vue. Et puis ça permet de comparer, de faire le travail systématique, morphologique, c'est-à-dire de comparer les spécimens entre eux. Alors je vais vous montrer le petit film qui dure 1 minute, parce que je ne me suis pas risqué à faire une démonstration en ligne, en conférence. Ça, il y a une loi qui dit que ça ne marche pas, ça plante à tous les coups. Donc j'ai fait un film, et on fait comme si je faisais une démonstration. Alors il faut imaginer un immense mur où on peut mettre des milliers et des milliers d'images. On peut les grossir, aller assez loin dans le zoom, mais on peut aussi s'en éloigner pour pouvoir avoir une vision globale. Les images, on peut les arranger, les ordonner dans l'ordre qu'on veut, par groupe, par paquet, de façon à pouvoir les observer et les comparer. Ces images aussi, on peut les mesurer. Donc si on les grossit, on a la possibilité, avec une échelle, de pouvoir prendre une mesure, mesurer la largeur d'une feuille, par exemple. On peut aussi marquer des points d'intérêt de l'image. Comme on travaille en collaboratoire, donc en collaboration avec d'autres collègues qui sont ailleurs, on peut dire, ben voilà, regardez sur ce spécimen, il y a un truc intéressant, donc je le marque, puis vous pourrez venir voir, vous le retrouverez automatiquement sur l'image, il suffira de taper le nom du point remarquable et sur cet immense mur, ça ira chercher la bonne photo et le bon endroit sur la bonne photo. Alors ici, ça c'est un exemple de mesure. Et ces mesures, après, peuvent être intégrées dans des logiciels de bioinformatique. Il y a un logiciel qui a été développé ici, qui s'appelle XPER, et qui va être couplé à cet outil. Ainsi, on pourra non seulement prendre les mesures, mais les intégrer dans des tableurs et dans des matrices de caractères. On pourra produire comme ça des tas de choses, des clés automatiques, on pourra comparer les spécimens par matrice de caractères. Voilà, c'est une démonstration un petit peu rapide de ce qu'on peut faire en partant du spécimen d'herbier physique jusqu'à un herbier virtuel collaboratoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc Pignal. On va bien sûr avoir le temps de rediscuter de tout ça avec vous tout à l'heure. Mais on écoute tout de suite la deuxième présentation d'Anne-Sophie Archambault. Je vous rappelle qu'Anne-Sophie Archambault travaille également au Muséum national d'histoire naturelle. Elle est océanographe à l'origine, mais aujourd'hui spécialiste de la gestion des données. Merci. Donc je vais vous présenter le GBIF. Le GBIF, c'est le Système mondial d'information sur la biodiversité. C'est un programme international qui a été fondé par l'OCDE en 2001. Parce que la constatation était faite qu'on parle toujours d'extinction de la biodiversité. Mais bon, pour savoir ce qui s'éteint, il faut déjà savoir ce qui existe. Et on s'est aperçu qu'on manquait, et c'était aussi pour répondre aux grandes questions sociétales. À l'époque, il y avait le début de l'IPCC, le GIEC, mais finalement, pour la biodiversité, il n'y avait pas vraiment l'équivalent. Et donc, ils ont créé, et ils se sont dit, et on manque de données. Donc, il faut qu'on ait un programme où on va rassembler toutes les données. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir diffuser librement, gratuitement et pour tout le monde les données scientifiques et l'information relative à la biodiversité. Et pour ce faire, l'idée c'était, on sait qu'il y avait plein de bases de données à travers le monde, plein de données réparties, mais elles étaient souvent cachées. Effectivement, les muséums n'avaient pas tous numérisé leurs données. Il y a des labos de recherche qui travaillent aussi, il y a des naturalistes. Enfin, l'information était vraiment dispersée. Donc là, l'idée c'était de la mettre au même endroit. Et donc, c'est un programme qui a été fondé en 2001. Il y a actuellement 96 participants. Il y a 54 pays qui contribuent, dont la France. Et puis, il y a une quarantaine d'associations, de consortiums. Par exemple, il y a l'Agence européenne pour l'environnement. Il y a également le PNU, l'UNEP, enfin, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est aussi associé. Voilà, enfin, c'est un gros consortium. Et il y a de nouveaux pays. Il y a la Russie qui va rentrer, enfin voilà, ça augmente d'année en année. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le GBIF? On trouve des spécimens de collection, par exemple, ce que Marc vous a montré, les herbonautes, une fois que c'est numérisé, après on fait le transfert vers le GBIF. Il y a
plein de données d'observation également, des études de terrain, d'échantillonnage sur le terrain. Il y a également tout ce qui est sciences participatives, ça j'y reviendrai avec quelques exemples tout à l'heure. Et puis il y a les données d'occurrence extraites de la littérature ancienne. On essaye d'extraire les noms de données, la taxonomie, et puis on le met en ligne aussi. Donc actuellement, sur le site, si vous allez sur le portail, celui-là il est en anglais, c'est gbif.org, vous avez de l'information sur plus de 651 millions d'enregistrements. Ça concerne de la faune, de la flore, mais aussi des champignons, des bactéries, des virus. Et ça provient de plus de 32 000 jeux de données à travers le monde qui viennent fournis par 815 institutions. Donc ça représente pas mal de données, 600 millions, on se dit c'est génial, mais en fait, non, c'est pas si génial que ça. On sait qu'il en manque encore plus d'autres millions parce que c'est un peu infini. Et sachant qu'on a un biais, on a évidemment beaucoup d'animaux et de plantes par rapport au reste. Et puis, dans les animaux, on va avoir, par exemple, beaucoup de suivi d'oiseaux. On avait beaucoup de quantité d'oiseaux. Voilà. Il y a quand même encore des répartitions entre les espèces qui sont pas toujours... Il y a des espèces mieux représentées que d'autres, donc il faut continuer l'inventaire. Donc, à quoi ça ressemble une fiche sur une espèce? Là, par exemple, j'ai pris l'exemple de l'aigle, de l'arrêt aigle de mer. Alors, vous avez son nom latin, le nombre d'occurrences que vous pouvez trouver dans le GBIF, là il y en a 1340. Il y a une petite photo, si en général, c'est plus comme ça permet de mieux visualiser ce que c'est. Il y a la taxonomie, vous voyez, Animalia en haut dans le bandeau vert, vous avez la famille, le genre, l'espèce. Vous avez donc les noms, les synonymes, parce qu'évidemment, selon les pays, il y a eu plein de synonymes et aussi des noms communs. On retrouve la répartition de l'espèce sur les cartes, et puis voilà, plein d'informations que vous pouvez retrouver. Ça présente comme ça. Alors nous, en France, donc on travaille le GBIF. La France a participé dès le début au GBIF, mais il a monté son point nodal en 2006. Donc on a fêté les 10 ans le 10 juin, il n'y a pas longtemps. Et nous, notre but, donc au niveau du GBIF France, c'est de participer et de remonter le plus de données possible au GBIF international. Donc d'aller voir les muséums en France, d'aller voir les associations, d'aller voir les universités pour dire, voilà, le GBIF existe, est-ce que vous avez des données, des spécimens, des observations? Et nous, on va vous aider avec, on a des standards, voilà. Chacun a la base de données qu'il veut. Ça peut être un chercheur qui a un tableau Excel, il peut tout à fait connecter des données au GBIF. Nous, on se charge, avec des standards internationaux, avec des outils informatiques, on se charge de mettre sa base de données au bon format pour qu'elle soit après visible sur le GBIF. Donc pour la personne, c'est vraiment techniquement pas très compliqué. C'est nous on l'aide, on s'en charge. Voilà. Ce qui est plus difficile, c'est de convaincre la personne d'accepter de donner ses outils. Souvent. Voilà, et on a aussi, comme tout le monde n'a pas envie de parler anglais, alors on a développé aussi un portail d'interrogation des données en français sur le site du GBIF France. Et comme ça, là, l'interrogation peut se faire en anglais. Et puis, comme on a démarré ça il n'y a pas longtemps, pour l'instant, on a mis sur notre portail que les données que la France connecte au GBIF international. Il y en a 40 millions. Voilà. Ça, c'est vite fait. C'est pour montrer, on a démarré en 2010. Donc, au début, il y avait un herbier, l'herbier de Cayenne, de l'IRD, avec 150 000 données. Et aujourd'hui, on a remonté 40 millions de données au GBIF international, principalement faune et flore. Enfin, flore et faune d'ailleurs, il y a plus de 30 millions de données sur les plantes. Et puis maintenant, on est à 4 millions de données sur les animaux. Mais c'est souvent comme ça. Voilà. Et ce qui représente en fait donc, 40 millions de données qui sont réparties à travers le monde, parce que les chercheurs, les naturalistes français sont pas toujours, font des missions partout dans le monde, donc ils font des voyages, ils montent des expéditions, donc ils ramènent des spécimens, ils ramènent des observations de partout dans le monde, et donc on a recensé plus de 249 pays, territoires, îles sur lesquels on a des données, et ça provient de plus de 150 jeux de données a priori, en gros quoi, et on a aussi connecté une liste taxonomique. Alors une liste taxonomique, qu'est-ce que c'est ? C'est la liste des espèces qu'on peut trouver dans les territoires français. Ça a été fait à l'INPN au Muséum, qui est chargé de faire la liste taxonomique de la France, donc qui dit, ben voilà, sur tous les territoires français, métropole et outre-mer, voilà toutes les espèces qu'on est censé trouver. Donc ça, on l'a aussi fourni au GBIF, parce que le GBIF travaille aussi sur
les listes taxonomiques, et notamment Catalogue of Life, qui recense toutes ces listes taxonomiques de chaque pays, chaque aire protégée, chaque domaine. Et alors voilà, qui on va voir. Donc comme je vous le disais, il y avait les collections des muséums, il y a les instituts de recherche, les universités, mais il y a aussi toutes les associations naturalistes dans lesquelles vous pouvez tout à fait contribuer et faire partie. Il y a par exemple des associations comme Tela Botanica plus botanique, il y a des associations sur les odonates, les libellules, il y a sur les oiseaux. Enfin voilà, et là il y a aussi Diveboard, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est un site pour la plongée sous-marine. Et voilà, à votre manière, chaque personne en fait peut contribuer à ce travail. Et je reviendrai après dessus. Et à l'inverse, il y a aussi ce qu'on appelle le retour des données, ce qui est en fait, par exemple, sur la France, on a 39 pays qui contribuent à fournir des données sur les territoires français. Alors évidemment, sur la métropole, en général, ce sont des personnes françaises vivant en métropole qui recueillent ces données. Mais par exemple, sur tous les territoires d'outre-mer, comme Nouméa ou la Guadeloupe, on s'aperçoit que là, c'est plutôt les pays voisins de ces territoires-là. Et donc, par exemple, en Guadeloupe, on a beaucoup plus de données fournies sur la Guadeloupe par les États-Unis que par la France. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est pareil, on a beaucoup plus de données sur la Nouvelle-Calédonie qui viennent d'Australie, ou aussi des États-Unis d'ailleurs, que de la France. Voilà. Donc ça permet aussi de récupérer de l'information qu'on n'aura pas forcément prélevé nous-mêmes. Voilà. Et là, donc, on a plus de 34 millions sur les territoires français qui proviennent de 1000 jeux de données différents à travers le monde. Et ça, c'est particulièrement important pour les pays du Sud, parce que tout le monde sait quand même que les hotspots de biodiversité, bon, il y a beaucoup de très belles choses en France, mais les vrais hotspots de biodiversité énormes avec des millions d'espèces au mètre carré, ils sont quand même plutôt dans les zones tropicales et équatoriales. Et traditionnellement, dans les années antérieures, l'information, elle, était plutôt dans les pays du Nord. Donc c'était aussi un moyen de redonner l'information aux pays d'origine. Et également, maintenant, dans le programme du GBIF, il y a énormément de formations pour aller aider les pays, et là notamment nous, la France, on a un gros travail d'aide aux pays d'Afrique francophone et pour les aider à mettre en œuvre eux-mêmes maintenant la numérisation de leur herbier, les standards de données pour qu'ils partagent leurs données maintenant, parce que maintenant ils ont les moyens de le faire chez eux directement. Donc ça contribue aussi à partager la connaissance sur ces domaines-là. Et donc, enfin, pourquoi faire tout ça ? Parce que, voilà, on accumule les données, mais ça sert à quoi finalement ? Alors, il y a plein d'aspects différents. Il y a évidemment la taxonomie, savoir comment décrire une espèce, à quel endroit elle vit, mais il y a aussi donc la création d'atlas, la tout ce qui est biogéographie, il y a l'agrobiodiversité, il y a tout ce qui est le suivi des espèces invasives, le changement climatique, on sait bien que certaines espèces vont s'adapter, pas d'autres. Voilà, c'est pour réunir tous ces jeux de données permet de répondre à ces questions-là. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est organisation de la conservation, faire des aires protégées. Alors, à quel endroit les faire, ces aires protégées ? Par exemple, au Costa Rica, il y a plein d'espèces. Ils ont créé plein de parcs naturels, mais finalement, pourquoi à tel endroit et pas à un autre ? Alors, évidemment, il y a les haras qui sont magnifiques, mais les haras, ils ne sont pas forcément les plus en danger. Alors par contre, il y a des libellules, toutes petites, personne ne les voit vraiment, mais ces libellules sont très importantes pour l'espace naturel dans ce coin-là. Et donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Évidemment, les gens, les touristes, tout ça, ils vont arriver, ils vont voir le beau hara et tout. C'est très très bien, il en faut, évidemment, on est très contents. Mais il faut faire attention aussi aux autres espèces, peut-être moins emblématiques, mais aussi très importantes pour l'environnement local. Et puis il y a aussi tout ce qui est santé, écotourisme, et alors, il y a des domaines aussi plus inattendus, comme la médecine légale, effectivement, les jeux, savoir les données, suivre, pouvoir reconnaître un pollen, tout ça, ça va donner des indications, tout ce qui est génétique, évidemment. Donc voilà, donc il y a plein d'exemples différents. Un des exemples qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est l'Atlas biogéographique de l'océan austral. Là, c'est toute une équipe de chercheurs qui a travaillé pendant 4 ans sur la réalisation de cet atlas. Et donc là, il y a plus de 800 cartes de répartition d'espèces. Il y a plein d'auteurs qui ont travaillé, il y a plein de pays qui se sont unis, 22 pays qui ont travaillé sur cet atlas. Et l'idée, c'était vraiment de couvrir toute l'étendue
de ce qu'on peut trouver en Antarctique, et alors que ça va du benthos aux gros mammifères marins, donc en fait du krill et de ce que vous voyez en bas à gauche, là tous les petits crustacés, jusqu'à les baleines et les manchots et tout ça. Et donc ça, c'est un travail de recensement, parce qu'évidemment, si on veut répondre, on sait tous qu'il y a du changement climatique, que la banquise, que les glaces de mer, la banquise fondent et tout, donc savoir comment ça va évoluer, qu'est-ce qui se passe, donc il faut vraiment avoir un état exhaustif de ce qui existe au départ. Et donc on a recensé plus d'1 million de données qui viennent sur 9000 espèces différentes, parce qu'il y a vraiment les toutes petites, le plancton, le bateau, c'est tout, évidemment, c'est sûr que voilà, il y a plein d'espèces différentes, donc on les recense tous. Et ensuite, toutes ces données-là qui ont été accumulées, on va les transférer au GBIF, parce qu'au départ, c'est vraiment les scientifiques qui travaillent sur l'Antarctique qui vont garder les données. Il va y avoir, on va dire, un embargo de quelques temps pour qu'ils travaillent dessus, qu'ils sortent des publications et tout ça. Et après, ça va être accessible via le GBIF, on pourra récupérer les données. Via le SCAR aussi, l'Antarctique. Mais après, ça permettra de rendre les infos disponibles à tout le monde. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est santé publique. Donc là, j'ai pris l'exemple du moustique tigre, parce qu'on sait bien qu'il est arrivé en France. Et voilà, donc au départ, il y avait son aire de répartition naturelle qui était dans le sud-est asiatique. Et il y a eu, c'est la carte du fond, il y a eu des modélisations et des prédictions de niches écologiques, de où ce moustique tigre, a priori, pourrait se sentir bien. Et donc on voit clairement que la France est en rouge, donc potentiellement ça pourrait arriver. Et quand on voit en bas à droite la carte de répartition actuelle, on s'aperçoit qu'effectivement, malheureusement, le modèle avait assez raison, et qu'il est arrivé donc en Europe et il est arrivé en France, et que maintenant on en est là, qu'il est arrivé par le sud et qu'il remonte. Et donc là, c'est vraiment la présence certaine en vert foncé, mais on sait qu'en gros, ça y est, il va être partout, sur tous les territoires d'ici quelques temps, quoi. Donc voilà, ça sert aussi à ça, c'est avoir les progressions de toutes ces données-là, permettent aussi de lutter pour les questions de santé publique. Après, en sciences participatives, par exemple, donc, Marc nous a montré les herbonautes, donc ça c'est un exemple de sciences participatives, et ça va aussi après dans le GBIF, on fait le transfert. Et il y a par exemple un autre exemple qui est Diveboard, c'est un site web, ce sont des plongeurs qui ont monté ce site. Au début, ils se sont dit, nous, on fait des plongées, on aime bien noter ce qu'on a vu comme espèce et tout, prendre des photos. Et puis, ça serait intéressant de partager ça avec d'autres gens. Donc, ils ont créé un site web. Et puis, il y a les gens du GBIF en Belgique et puis en France qui plongeaient aussi et qui ont dit, tiens, on va essayer d'aller voir si on peut connecter ces données au GBIF. Donc, on y a été. C'est mon collègue belge qui a été les voir. Et maintenant, du coup, avec quelques modifications sur le site web, on a installé des standards et tout, et maintenant on connecte les données au GBIF. Et ça a permis, actuellement il y a presque 30 000 données provenant de Diveboard qui sont connectées au GBIF. Et ça a permis notamment de suivre la distribution du poisson-lion. Alors le poisson-lion, il est là, il est assez facile à reconnaître. Donc on voit dans la zone Caraïbes qu'il n'existait pas jusqu'en... Ça c'est la fiche... Voilà, on a mis les données de Diveboard, on a comparé les données du poisson-lion. Et au cours du temps, on voit qu'avant les années 2000, il n'était pas du tout présent dans la zone Caraïbe, et qu'au fur et à mesure du temps, il est arrivé, et que maintenant, il est vraiment bien implanté. Alors évidemment, c'est très joli, mais c'est un petit peu en compétition avec d'autres espèces, donc ça crée des soucis. Et voilà, c'est toujours le problème d'espèces invasives. Des fois, c'est pas très grave, puis des fois, ça pose problème. Et il y a aussi un document qui s'appelle les usages des données primaires d'occurrence d'espèces, qui a été fait par Arthur Chapman, qui reprend qui reprend beaucoup d'exemples d'utilisation de à quoi sert une donnée de biodiversité. Donc c'est assez intéressant parce qu'il fait un regard un peu exhaustif sur tout ce qui existe. Et on avait publié ça, c'est une étude qui a été faite par le GBIF. Et voilà, je crois que j'ai été assez vite. Et je peux vous montrer juste une autre chose, c'est ça, si j'ai 2 secondes. On contribue aussi à un site web qui s'appelle Europeana, je ne sais pas si vous connaissez. Europeana, c'est le site web culturel européen, où il y a dedans en fait, toutes les grandes bibliothèques, il y a le Louvre, les musées. C'est un site web qui permet d'avoir accès à des livres, à des photos, à des images d'œuvres ou des écrits.
Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de données naturalistes dans ce site web. Et donc, on a monté un projet européen avec plusieurs pays d'Europe qui appartiennent au GBIF. Et on s'est dit, l'idée, c'était, voilà, quand on avait un tableau, par exemple, là, c'est sur des œillets teintes. Oui, c'est ça. Oui. On avait, par exemple, un beau tableau avec un vase. Et l'idée, c'était de rajouter des planches d'herbier ou des photos. Enfin, rajouter du contenu, des vidéos, des sons sur les muséums d'histoire naturelle. Parce qu'on trouvait qu'il y avait il y avait toute la BNF, le Louvre, tous les grands musées, mais il n'y avait pas les muséums d'histoire naturelle. Donc c'était un peu dommage. Donc on a fait ce travail-là. Et actuellement, du coup, on a connecté plus de 500 000 images du muséum. Et puis on continue là, avec les autres muséums de province, d'alimenter Europeana avec des nouvelles images de collection. Et donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui continue. Voilà. Là, c'est un exemple d'une collection du muséum qui a été scannée et donc mis en ligne. Voilà. Bon, ça, après, je pense qu'on pourra en reparler. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, mais... Merci beaucoup. Installez-vous, on va pouvoir discuter après ces présentations intéressantes et complètes. Marc Pignal, alors vous nous avez parlé de votre projet IRICOL-NAT. Ça prévoit de numériser en tout, pour le moment c'est en cours ce projet. C'est en cours, oui. Ça prévoit de numériser combien d'échantillons Notre objectif est d'avoir 10 millions de spécimens produits, mais en jouant sur l'écofinancement, on est libre. Les institutions sont libres de verser leurs images aussi sur le site. On pense pouvoir arriver à avoir plusieurs millions en plus. Et le contexte de l'histoire naturelle en France, c'est 100 millions de spécimens. Donc on a encore du travail pour quelques années. C'est-à-dire qu'on estime à 100 millions, toute collection naturaliste confondue, tout muséum, tout organisme de recherche, l'idée c'est 100 millions de spécimens. Voilà. Alors vous savez, comme les inventaires n'ont pas été faits, ce n'est qu'une estimation. Pour l'herbier de Paris, on pensait qu'on avait 11 millions et en recomptant, on tombe sur 9 millions. Donc voilà, il y a 2 millions qui sont perdus dans la nature. Pas évaporés, c'est que c'était une faute d'estimation. Donc il y a environ 100 millions de spécimens en France et 1 milliard en Europe. Alors ça fait partie des fameux programmes d'investissement d'avenir, ce projet IRICOL-NAT. Ça veut dire que c'est l'État qui finance tout ça. À hauteur de quelle somme ça représente de numériser tous ces échantillons ? Alors, je dirais, la numérisation proprement dite a coûté 8 millions d'euros, mais le programme général a coûté 15 millions d'euros. Parce qu'il y a le développement informatique, il y a aussi toute une partie liée à la zoologie, où là, on travaille avec un appareil photo et de façon beaucoup plus artisanale, donc c'est plus cher parce qu'on fait moins de spécimens. Et puis, il y a toute une partie exploratoire pour justement développer des spécimens en 3D. Donc le muséum a travaillé par exemple avec l'Université de Floride du Nord pour numériser complètement 2 galeries du muséum, qui sont la galerie d'anatomie et la galerie de paléontologie. Et ça a été fait en une dizaine de jours sur des scanners. Donc, ça, ce sont, pour ceux qui n'ont pas mis les pieds depuis longtemps au muséum, ce sont ces grandes galeries où on voit les squelettes de Diplodocus ou voilà, gigantesques. Et il s'agit de numériser ces spécimens-là. Il s'agit de numériser la galerie entière, c'est-à-dire les objets, les murs, avec la possibilité de prendre chaque spécimen, après les individualiser, se déplacer dans le spécimen, la possibilité à partir de ces objets individualisés d'en reproduire des spécimens physiques avec des imprimantes 3D. C'est quelque chose et ça nous permet aussi de vider virtuellement la galerie pour pouvoir la réaménager après. Donc ça intéresse plein de monde au muséum. Mais alors, concrètement, on fait comment ce travail-là ? Ce sont des caméras, des appareils photo ? Ce sont des caméras qui ressemblent, c'est difficile à décrire, un petit peu comme les caméras Google pour faire le Google Street View. Donc ça ressemble à tout sauf à une caméra, ça ressemble à un paquet de lessive qui tourne, on va dire. Et pour faire une galerie comme la galerie d'anatomie, donc qui doit faire aussi ses 50 mètres de long, il y a eu plus de 300 scanners. Donc on a posé la caméra 300 fois pour éviter les zones d'ombre, des zones où pouvoir avoir vraiment tous les objets en 3D. On a produit un document qui devait faire quelque chose comme 10 téraoctets.
Et actuellement, les ordinateurs sont en train de produire le document final. Ils ont un petit peu de mal parce qu'ils avaient un petit peu surestimé les capacités de leurs propres ordinateurs. Donc là, ça rame, on va dire, très clairement. Donc on a un premier document en nuage de points qui est sorti, mais des documents beaucoup mieux finalisés vont être disponibles d'ici peu. Est-ce que tous les chercheurs qui sont très attachés à ces pièces souvent uniques, qui ont été récoltées sur le terrain, qui ont été archivées depuis des années, est-ce que tous les chercheurs, y compris ceux, on va dire, de l'ancienne école, voient ce projet d'un bon œil, ce qu'il a fallu convaincre? C'est-à-dire que, voilà, vous l'avez dit, il faut déménager tous ces échantillons, il faut les confier à des entreprises privées chargées de les manipuler. Est-ce que certains se disent, le jeu n'en vaut pas la chandelle, il y a un risque d'abîmer les échantillons, on ne voit pas bien ce que ça apportera au final? Est-ce que vous avez ce genre de réaction? Il y a une querelle des anciens et des modernes, c'est évident. Il y a des usages qui sont assez établis. Effectivement, les responsables de collection sont attachés à leurs objets, donc ne les voient pas, ne les lâchent pas facilement, et c'est bien compréhensible. On fait courir un risque sur les objets, même si on prend beaucoup de précautions. Puis après, il y a l'usage virtuel proprement dit, qui va un petit peu aujourd'hui contre les usages des systématiciens qui veulent étudier leur spécimen physique, vraiment aller voir l'objet lui-même, voir la plante en herbier pour pouvoir faire des dissections. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de chercher, je ne sais pas si on le cherche ou si on l'a déjà trouvé, le compromis entre les collections virtuelles qui vont permettre de traiter en grand nombre des images, des objets, mais qui ne pourront pas, bien sûr, aller aussi loin qu'avec un spécimen physique. C'est-à-dire que ça fait débat encore aujourd'hui, le travail qui est fait sur le spécimen physique et ce qu'on peut faire avec une page numérisée. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire quand on a l'échantillon numérisé? On ne peut pas disséquer la fleur, puisqu'on a une photo. On ne peut pas aller prélever du pollen. On ne peut pas faire un prélèvement de feuilles pour faire une extraction d'ADN, pour faire une étude phylogénétique. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire avec la photo. Mais en échange, la photo, on peut manipuler beaucoup plus d'objets que si on manipulait des spécimens physiques, des herbiers qui sont fragiles. Donc les deux techniques doivent être complémentaires. On peut imaginer par exemple, ça c'est un de nos rêves, avec nos 6 millions d'images, faire tourner des algorithmes de reconnaissance automatique de formes et d'arriver à trier notre herbier par les formes et puis arriver jusqu'à assez loin dans la détermination de la plante. Alors ça, c'est des domaines on est encore du domaine de la spéculation, du rêve. Mais je pense qu'on y arrivera. Mais les chercheurs s'autorisent, vous dites on ne peut pas disséquer, on ne peut pas prélever la feuille pour faire des extractions d'ADN, mais on imagine que sur des échantillons qui ont 300 ans, 350 ans au muséum, on peut pas, le premier chercheur venu ne peut pas couper un bout, enlever, ça doit être quand même une procédure. Oui, c'est ça. Il y a une procédure, il faut montrer que c'est utile, qu'il faut. C'est souvent, c'est-à-dire c'est pas les chercheurs. Il y a une querelle entre un chercheur qui a son sujet, donc il veut absolument aboutir, et la personne qui conserve la collection, qui fait des recherches aussi par ailleurs, mais dont l'objectif est de conserver la collection, et qui dit « bah oui, mais ne nous en prenez pas trop ». Donc je me souviens très très bien, on avait eu à trancher, il y avait un chercheur qui voulait faire une étude génétique, et il fallait pas grand-chose, il suffisait de prendre 10 cm² pour chaque spécimen d'herbier, il fallait une dizaine de spécimens d'herbier par espèce, il fallait 30 espèces. On n'a pas été d'accord. Hein. Maintenant, aujourd'hui, le débat d'ailleurs est clos. Maintenant, pour faire les mêmes analyses, il suffit d'en prendre 1 mm² et ça marche, parce que la technique évolue très vite. Mais il y a aussi une déontologie à avoir vis-à-vis du spécimen, proprement dit. Alors, vous avez aussi parlé de... D'ailleurs, les deux projets ont avancé en parallèle, parce que cet herbier, au-delà de la numérisation, il avait besoin d'être rénové. Voilà, vous l'avez dit, les armoires craquaient, on n'avait plus vraiment accès, il était grand temps de faire quelque chose. C'est d'abord le projet de rénover l'herbier qui ensuite a débouché sur la numérisation, ou c'est l'inverse, c'est l'idée de le numériser qui a tout emporté, et on s'est dit, allez, maintenant qu'on y va, on va tout rénover? C'est d'abord la rénovation sur le principe, puisque comme vous l'expliquez, il y avait un besoin, on voyait que ça craquait sur toutes les coutures, mais après il fallait convaincre des financeurs, même des financeurs institutionnels, et effectivement ça a un certain attrait de dire on va produire du big data. Donc voilà, l'un et l'autre. Comme je l'expliquais, l'un était plus la locomotive de l'autre. Alors, on peut aussi revenir plus généralement à ce à quoi sert un herbier, parce que même au-delà de la numérisation, c'est vrai qu'on a une image
Je l'avoue, moi je me suis intéressé à ce sujet au moment du déménagement et je me suis dit c'est fou tout ce qu'on peut faire avec un avion. On a une image un peu poussiéreuse, un peu datée, un peu presque d'un passe-temps de vieux chercheurs mais finalement c'est formidable tout ce qu'on peut faire et des choses très modernes. Hein. On va donner des exemples dans un instant. Par exemple pour les lichens, avec les lichens anciens, on a réussi à suivre l'augmentation du plomb dans l'atmosphère de certaines régions. Eh oui. Et parce que dans le lichen c'est enregistré. Et du coup, ça permet de voir dans un tel endroit qu'il y a eu pollution de l'air. Parce qu'on a pu suivre et s'apercevoir qu'à l'époque, il n'y en avait pas et que maintenant, il y en a. Ouais. Et c'est en retournant sur des échantillons anciens qu'on a pu voir ça. C'est en ça que vous disiez, Marc Pignal, que ce sont que 350 années d'histoire de la Terre sont enregistrées dans ces plantes. Ce n'est pas uniquement le végétal qu'on conserve, c'est l'histoire de la planète. Tout à fait. C'est ce que vous disiez. Oui. Alors des exemples d'utilisation possibles, on en voit, Anne-Sophie Archambault, vous nous avez donné la liste. Il y en a certains même, comme vous avez dit les noms, les mots très rapidement, les pistes très rapidement, on se demande bien comment, mais vous avez parlé d'écotourisme, vous avez parlé de santé, ça va tous azimuts. La santé, effectivement, clairement là avec le virus, avec le moustique tigre ou le virus Zika, on voit bien que c'est directement lié, parce qu'un moustique au départ, le moustique tigre au départ n'avait rien à faire en France. Avec les changements climatiques, avec l'adaptation, il vient. Après, il y a effectivement le problème des espèces invasives, c'est qu'elles vont être en concurrence avec des espèces qui existent actuellement, et donc ça va créer des soucis, ça va détruire certaines, parce qu'on sait, par exemple, le long du Rhône, on sait qu'il y a des fougères japonaises qui sont arrivées, il y a des fougères, qui sont arrivées, qui viennent du Japon. Or, ces fougères sont toujours associées à des fourmis. Et maintenant, les fourmis, c'est des fourmis qui ne sont pas natives du tout de France et qui sont en train de détruire toutes nos colonies de fourmis. Alors on peut se dire, c'est pas très grave, c'est des fourmis, c'est d'autres fourmis, voilà. Sauf qu'elles n'ont pas du tout le même impact au niveau environnement et que ça pose problème. Quoi. Ouais. Donc en fait, on est en train de toucher à des équilibres, un maillon de la chaîne et on ne sait pas jusqu'où ça va aller dans la répercussion sur l'ensemble de l'écosystème local. Ouais. C'est toujours cette crainte avec les espèces invasives. Ouais. Vous avez aussi parlé d'agriculture. En quoi ça peut nous renseigner sur l'agriculture? Alors par exemple, c'est plus que toutes les grands agronomes finalement utilisent toujours la connaissance des plantes et des insectes parce qu'il y a beaucoup de liens forts entre par exemple il peut y avoir, pour protéger certaines plantes, on peut faire en sorte qu'il y a certains petits insectes qu'on peut associer à cette plante et ça va permettre de détruire les œufs d'une autre espèce qui va détruire cette plante-là. Et alors c'est un moyen naturel de lutter contre l'autre espèce, mais sans faire de mal à la plante, parce que là on sait que ça marche et on sait que ça ne détruit pas l'environnement. Donc en agrobiodiversité, il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, ça revient un peu après l'agriculture vraiment intensive industrielle. On commence à s'apercevoir qu'il y a quand même des choses qui étaient intéressantes et ça continue à se développer. Donc voilà, il y a plein d'interactions comme ça entre plantes, entre insectes et plantes qui permettent de mieux cultiver. Alors cette numérisation des données, c'est aussi une ouverture de ces données, un accès beaucoup plus général. Et on ne parle pas uniquement d'accès pour les chercheurs de tous les pays, on parle aussi des particuliers. Hein, où il est question de mettre à disposition du grand public, de toute personne qui le souhaite, ces données. Pourquoi? En quoi? C'est vrai que le principe c'est beau, hein, c'est la générosité des connaissances, mais quel intérêt ça a de mettre ces données à portée de tous? Vaste sujet. Non, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais on découvre des fois, pour tout ce qui est écotourisme, c'est surtout la gestion, par exemple, là, dans ce cas-là, c'est plus la gestion on va dire, humaine. Après, là, ça part loin, mais c'est vrai que c'est plus, par exemple, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est... pour pas détruire en fait, c'est plus pour que les gens n'aillent pas détruire des choses. Il y a cette idée de faire connaître au plus grand nombre ce qui existe. L'idée c'est de partager, que les gens connaissent mieux, et en général quand on connaît mieux, on a moins tendance à détruire. Donc c'est vraiment cette idée-là de partage, de connaissance, de montrer que c'est important, et de permettre ça. Et puis il y a aussi, alors là ça s'adresse peut-être plus aux chercheurs, mais il y a aussi cette idée de rééquilibrer les choses que vous nous avez donné avec le hotspot de biodiversité, c'est la ceinture intertropicale, hein, c'est là où, en tout cas sur Terre, parce qu'en mer, au niveau des pôles, c'est aussi très riche en termes de biodiversité. Oui, bien sûr. C'est plus terrestre au niveau d'équateur, mais effectivement, les hotspots de biodiversité sont aussi au nord et au sud. Et d'ailleurs, quand on fait des programmations, tous les scénarios de changement climatique à long terme,
tous les couplages, par exemple, du GIEC et de la biodiversité montrent qu'il y aura un appauvrissement très sévère des espèces dans le sud, et qu'à l'inverse, il y aura de nouvelles espèces au nord qui arriveront, qui n'étaient pas là. Donc c'est aussi pour calculer tout ça, parce que ça a une influence sur la pêche, ça a une influence sur la gestion et la conservation, même en termes de sécurité alimentaire, par exemple. Il va y avoir une grande évolution des choses, notamment pour tout ce qui est pêcherie. Là, ça change énormément la donne dans le futur. Et en termes de connaissance des données, c'est vrai qu'il y a un paradoxe, il y a quelque chose d'un peu gênant dans le fait que toute cette biodiversité de la ceinture intertropicale, les données, elle est connue et les données sont stockées dans les pays plus riches au nord. Et il y a aussi cette idée un peu de redonner aux pays sur lesquels cette biodiversité est installée la connaissance de cette biodiversité. C'est presque logique, c'est le juste retour des choses. Il faut qu'ils connaissent... aussi pour mieux protéger et pour mieux prendre en valeur et par exemple toute la lutte contre la déforestation. Maintenant, je pense que les gens ont pris conscience que c'était important de garder la biodiversité, mais au départ, c'était pas si évident que ça. Alors, je vais reprendre cette question de coût aussi. Il y a cette idée de mettre toutes ces données à la disposition de tous. C'est très beau, c'est très généreux. Sauf que ça a un coût. C'est-à-dire, ne serait-ce que les serveurs physiques, il y a la numérisation. Puis après, il faut encore mettre ça sur des données, sur des serveurs en accès, gérer des sites. Ça demande des webmasters. Et tout ça, qui va payer? Puisqu'on dit que ça doit être gratuit. Mais qui va payer tout ça? Oui, c'est justement notre paradoxe. C'est vrai, c'est un constat. Ce qui est gratuit coûte. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va payer quelque part, ne serait-ce que, comme vous dites, payer des salaires pour animer des sites, des informaticiens pour maintenir les programmes, des serveurs, donc du matériel pour pouvoir... Parce que, en fait, les données numérisées, elles sont copiées sur des serveurs, sur des disques durs, et on sait qu'un disque dur, ça a une durée de vie assez limitée, et que la seule solution aujourd'hui, c'est de recopier indéfiniment nos données sur des disques. Donc tout ça, c'est un coût. Donc à nous de trouver un modèle économique qui nous permettra d'assurer la pérennité de ces données de façon qui ne soit pas, je dirais, budgétairement explosive. C'est un petit peu le danger, c'est là des grosses difficultés. C'est-à-dire que ces données gratuites pourraient quand même être payantes, mais pas pour faire du bénéfice, mais juste pour entretenir la gestion des sites? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc notre paradoxe, c'est qu'on est sur des données qui doivent être libres. C'est des données qui ont, la plupart du temps, été recueillies avec des fonds publics déjà. Donc c'est des données qui ont vocation à être libres. On est obligé, il peut y avoir des données sensibles, si on dit que telle espèce très rare pousse à tel endroit, il y aura toujours un fondu qui ira récolter ou l'animal ou la plante qui pousse là. Donc il faut être prudent dans la diffusion de ces données pour des raisons d'environnement. Mais aussi, on risque d'entraver une certaine recherche si on diffuse ces données trop tôt. Un chercheur, il a besoin d'avoir le temps de la réflexion. Une fois que les données qu'il a son lot de données, si on diffuse toutes ces données sur le web, il y aura un petit peu une concurrence déloyale. Donc on essaye de trouver le bon milieu, faire ce qu'on appelle un embargo, dire ces données-là, elles sont publiques, ok, mais on vous laisse X années ou X mois, ça dépend du sujet, pour pouvoir les étudier, publier vos travaux, et après ces données seront diffusées. Ça, c'est pour respecter quand même le travail de recherche, qui est toujours un travail. La recherche, c'est stressant, il y a une émulation, c'est pas toujours un chemin parsemé de pétales de rose. Il faut parler d'herbier, mais c'est quand même des épines qui s'affrontent de temps en temps. Et la solution pour trouver un modèle économique, c'est de faire payer des services. Si on ne peut pas faire payer la donnée à l'unité, on peut faire payer le service. Par exemple, alors c'est des pistes, on n'est pas encore sûr d'avoir trouvé toutes les solutions, mais le site qui permet d'afficher toutes les images, de faire des mesures, de pouvoir engranger ces données, ça c'est un service qui peut être payant. Alors ce n'est pas payant, on ne va pas sur lui, mais il peut y avoir la possibilité de pouvoir avoir des services payants pour entretenir le système. Et pour le GBIF, qui finance ce réseau donc, Alors du coup, c'est les pays qui participent au GBIF payent une cotisation qui est fonction du PIB du pays. Sauf pour les pays en voie de développement, où là c'est un forfait, où c'est vraiment symbolique.
parce qu'on considère et puis qu'au niveau mondial, on a intérêt à avoir toutes les données. Mais sinon, voilà, c'est fonction du PIB. D'accord. Donc il y a une notion là encore de rééquilibrage, c'est les pays les plus riches qui financent le plus le GBIF.